les passagers de l'avion d'Air France sains et saufs à Téhéran. Les trois pirates de l'air se sont rendus aux autorités iraniennes après avoir fait sauter le poste de pilotage de l'appareil. Les passagers seront rapatriés demain, a annoncé le Premier ministre. Le projet de référendum et le blocage du Sénat, l'un des pères de la Constitution, Michel Debré, est l'invité de ce journal. Panique aux Sables-d'Olonne. Une personne est morte noyée, plusieurs autres affolées par une lame de fond sur la plage. Jeux olympiques, au programme natation, escrime, cyclisme et gymnastique, en direct tout à l'heure sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. 15h49, c'est à 15h49 cet après-midi qu'une dépêche de l'agence centrale de presse a mis fin à l'inquiétude qui n'avait fait que croître depuis 48 heures quant au sort des otages de l'appareil d'Air France bloqué à Téhéran par 3 pirates de l'air. Ce soir, tous les otages sont sains et saufs. Épuisés, ils se reposent à l'hôtel Hilton de Téhéran. Les 3 pirates de l'air se sont rendus aux autorités iraniennes. On ne connaît pas le sort qui leur est réservé, on ignore toujours leur identité, mais ils s'étaient réclamés la nuit dernière du mouvement islamique qui avait signé il y a 4 ans l'attentat à Paris contre l'ancien Premier ministre iranien Chapour Bakhtiar. Philippe Rochaud nous fait revivre jusqu'à l'heureux dénouement les péripéties de la journée. Il est 16h sur l'aéroport de Téhéran. Pour les 46 otages restant encore à bord du 737 d'Air France, c'est la fin d'un détournement qui aura duré 48 heures. Mais tout le monde est sain et sauf. Les 3 pirates de l'air ont fait descendre tous les passagers et les membres de l'équipage avant de plastiquer l'appareil. Mais seuls les explosifs placés dans la cabine ont fonctionné. Le consul de France à Téhéran nous a confirmé que tous les otages étaient libres. Ils sont descendus de l'avion, ont été invités à descendre de l'avion. Et les terroristes ont alors fait sauter l'avant de l'avion. Et ensuite, ils ont été regroupés sur le tarmac. Il y a eu un moment de flottement au cours desquels les pirates ont interdit aux Pasdaran d'approcher. Et ensuite, ils les ont libérés. Pourtant, cet après-midi, on a cru au pire. À 13h, les pirates de l'air font sortir un otage et, pistolet contre la nuque, se livrent à un simulacre d'exécution. La presse, avec le feu vert des autorités iraniennes, est autorisée à filmer l'événement, destiné à montrer au monde et à la France que le commando ne plaisante pas. Ils ont affirmé qu'ils exécuteraient un passager toutes les heures. L'un des pirates dans le cockpit, qui négocie avec les autorités iraniennes par l'intermédiaire de la tour de contrôle, fait alors rentrer l'otage à l'intérieur de l'appareil. Un interprète, main sur la tête, obtient des pirates de l'air que le passager ne soit pas exécuté et les invite à se rendre. Les pirates préparent alors le plasticage de l'appareil avant de sortir avec les otages afin que tout le monde assiste à l'embrasement du 737 d'Air France. À 23h hier soir, les pirates de l'air avaient déjà accepté de libérer les femmes, passagers et membres d'équipage, au nombre de 11, avant de lancer un ultimatum aux autorités françaises pour 7h30 ce matin. Les premiers témoignages de l'équipage nous parvenaient alors sur la façon d'agir des pirates de l'air dans un téléphone à RMC. À chaque fois que le capitaine refusait de décoller, un des terroristes qui était dans le cockpit envoyait l'autre en cabine en criant « Va chercher quelqu'un pour le tuer va chercher quelqu'un pour le tuer ». Il arrivait en cabine, le couteau à la main, et je me disais encore tuer à l'explosif, d'accord, mais alors avec le couteau citron, non, vraiment pas. Des femmes choquées par l'événement ont dû être placées en observation au dispensaire de l'aéroport de Téhéran. En dernière minute, on apprend que les otages viennent seulement d'arriver à l'hôtel. Leurs contacts avec les autorités françaises sont réduits au minimum. Ils sont entourés d'importantes mesures d'isolement, mais pourraient être autorisés à regagner Paris demain à bord d'un avion spécial. Les négociations avec les pirates de l'air ont été menées uniquement par les autorités iraniennes, sans intervention directe du chargé d'affaires français. Ce matin, en réponse au premier ultimatum, la France avait fait savoir qu'il n'était pas question de négocier sous la contrainte. Pas question donc d'envisager, comme le demandaient les terroristes, la libération de leurs 5 compagnons emprisonnés en France depuis l'attentat contre Chapour Bakhtiar en juillet 80. 1 heure après le dénouement, cet après-midi, le président Mitterrand a dit son soulagement après cette rude épreuve et le Premier ministre s'est tout à l'heure félicité de la tournure des événements. Au moment où je m'exprime, je pense d'abord
comme tous les Français, aux otages qui ont été libérés, à leur fatigue, à ce qu'ils ont subi, et je pense aussi à leur famille, à leurs proches. Ils ont connu des heures épouvantables. Et je crois que tous ceux qui ont suivi cette dramatique affaire l'ont vécu très durement. Monsieur Roland Dumas vient de m'apporter les dernières informations. Notre chargé d'affaires français en Iran est avec les otages qui ont été libérés et nous venons de soumettre au gouvernement iranien un plan de vol pour un avion français qui doit se rendre en Iran. Et si ce plan de vol est accepté, nos compatriotes, c'est ce que nous souhaitons, pourraient revenir demain dans l'après-midi. Tout au long de cette épreuve, une cellule de crise que j'ai présidée avec à mes côtés plusieurs ministres, dont Roland Dumas, s'est tenue en relation avec le président de la République et nous avons cherché à la fois à faire preuve de beaucoup de fermeté, sans quoi rien n'aurait été possible, et en même temps de garder le fil. Le ministre des Transports, de son côté, a rendu hommage au courage et au sang-froid de l'équipage d'Air France. L'affaire se termine donc sans effusion de sang. On imagine le soulagement des otages et la joie de leur famille. L'affaire se termine aussi à l'avantage des relations franco-iraniennes, Gérard Sebag. Oui, mais tout de même, dans cette affaire, l'Iran semble avoir joué à un jeu obscur qui sera difficile à percer. Quelles étaient en réalité les relations entre les pirates et le gouvernement iranien ? Contrairement à ce qui se passe dans des cas pareils, où les communications radio à partir de l'avion détourné sont relayées en général par la tour de contrôle vers le pays concerné, en l'occurrence là la France, dans le cas présent, la liaison a été coupée entre Téhéran et Paris. Téhéran était donc le seul maître d'œuvre dans les négociations. Les pirates alors étaient-ils manipulés par Téhéran? S'agissait-il d'une opération psychologique avec des complicités intérieures? Impossible pour l'instant de répondre à cette question. Mais ce qui ressort de certaines déclarations et enquêtes sur place, c'est que deux tendances se sont affrontées à Téhéran. Les durs du régime, sans doute en contact avec les pirates de l'air, et les modérés qui souhaitaient une issue heureuse. Dans cette affaire, s'est joué donc non seulement les relations de l'Iran avec la France, mais aussi les problèmes intérieurs de l'Iran. En permettant de faire sauter l'appareil, mais en sauvant les otages, le gouvernement officiel a trouvé une issue honorable pour tous. Cela permettra aux modérés de poursuivre le dialogue avec la France et l'Europe, en sauvant tout de même la face des extrémistes. Les autorités françaises s'attendaient pourtant au pire. Pour parer à toute éventualité, un premier avion français hier après-midi, puis deux autres ce matin, avaient atterri à Chypre sur l'aéroport de Larnaca. D'après notre envoyé spécial sur place, Bruno Ledreff, les gendarmes d'élite du GIGN étaient ainsi prêts à entrer en action. Pendant presque toute la durée du détournement, un groupe du GIGN prêt à intervenir est resté en alerte ici, sur l'aéroport de Larnaca, à 2 heures d'avion de Téhéran. Les hommes que l'on voit à l'abri du soleil sous la carlingue de leur appareil appartiennent à cette troupe d'élite de la gendarmerie. Certains en tenue de combat, d'autres en short et t-shirt. Sur l'aéroport, il fait très chaud. Impossible de rester dans l'appareil, mais interdit pour eux de s'en éloigner. Ils ont attendu ici pendant près de 36 heures. Ils sont arrivés à Larnaca dans la nuit de mardi à mercredi, peu de temps après que l'avion détourné ne se soit à nouveau envolé. Le groupe du GIGN est venu de Paris dans ce 737. À la nuit tombée, nous les avons surpris en train d'explorer chaque partie de l'avion. Un appareil identique à celui qui était sous la menace des pirates de l'air. Un dernier entraînement avant une intervention qui n'aura pas été nécessaire. Ce matin, ils avaient pris possession d'un nouvel appareil, une caravelle militaire. Tout était prêt pour une opération coup de poing. Finalement, c'est donc en milieu d'après-midi que les autorités iraniennes ont convaincu les 3 pirates de l'air de se rendre. Tous les passagers de l'avion détourné, je vous le répète, seront rapatriés demain. La fécondation malgré la mort. Tel est le sens du jugement rendu hier par le tribunal de Créteil qui a donné satisfaction
à Corinne Parpalex, cette jeune femme de 23 ans qui pourra maintenant attendre un enfant de son mari mort dont le sperme a été conservé dans une banque des centres d'études et de conservation du sperme. Hier soir, dans ce journal, le ministre de la Justice, Robert Badinter, annonçait qu'il déposerait l'an prochain un projet de loi sur les problèmes de l'insémination. En France, 19 femmes ont déposé une demande d'insémination post-mortem. L'exemple de Corinne Parpalex leur donnant maintenant espoir. Pourtant, au-delà de son cas, les problèmes juridiques et moraux demeurent. Jérôme Camille. Hier, le tribunal de Créteil créait l'événement. Il autorisait Corinne Parpalex à disposer du sperme de son mari mort en 1983. Mais pour le centre de conservation du sperme, dépositaire des paillettes, cette affaire ne règle que le seul cas de Corinne. Tant que nous n'aurons pas une législation englobant clairement les différents aspects soulevés, je serais bien forcé de traiter cas par cas. La décision de Créteil, je la considère comme valable dans le cas précis qui a été soumis au tribunal. La question fondamentale, la société peut-elle se permettre d'autoriser la procréation après la mort? Eh bien, cette question n'a pas reçu de réponse claire. Il est dit bien nettement dans les attendus du jugement qu'il y a un vide juridique. Ce jugement du tribunal de Créteil a pour moi l'avantage de rendre maintenant tout à fait impératif l'intervention du législateur. Quoi qu'il en soit, si d'ici un mois, personne n'interjette appel, les paillettes seront remises à Corinne. Mais l'insémination post-mortem pose des problèmes d'éthique médicale, mais aussi des problèmes d'ordre moral. Il n'y a pas de réponse morale toute faite à cette question-là. On ne peut pas dire a priori non. Mais peut-être qu'il y aurait une réflexion sociale et d'éthique chrétienne, les deux se rejoignant, disant attention, on ne peut pas multiplier des expériences pareilles, parce que c'est la voie ouverte à je ne sais combien de possibilités, et Dieu sait si la science médicale, qui fait des progrès sensationnels, et personnellement je m'en réjouis comme tout le monde, a aussi des limites. On ne peut pas faire que la vie elle-même, la vie d'un être humain à venir, soit uniquement pensée en fonction d'un bonheur ou d'un désir psychologique ou d'une technique médicale. Mon opinion n'a pas été modifiée par la décision du tribunal de Créteil. Je suis toujours opposé à l'insémination post-mortem pour les mêmes raisons que celles que j'ai développées avant la décision rendue. Notamment le fait qu'un enfant, ça n'est pas l'objet d'un enjeu. Un enfant doit être le résultat d'une volonté conjointe d'un homme et d'une femme, mariés ou non d'ailleurs. Comme l'indiquait hier soir dans ce même journal M. Badinter, un colloque va être organisé dès la rentrée et une proposition de loi déposée début 85 pour aborder l'ensemble des problèmes posés par l'insémination artificielle. Le traitement des fonctionnaires, mais aussi les problèmes de l'enseignement, toile de fond depuis quelques mois de la tension politique entre partisans du privé et du laïc. Ce sont les deux thèmes qui ont été abordés tout à l'heure à l'hôtel Matignon. Le Premier ministre, dans le cadre de ses contacts avec les partenaires sociaux, recevait en effet le secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale. La réaction de Jacques Pomato à l'issue de l'entretien. Nous avons évoqué les problèmes économiques généraux, comme l'ont fait les autres centrales syndicales. Nous avons évoqué les problèmes salariaux dans la fonction publique. Nous avons évoqué les problèmes de rénovation, de développement de l'éducation nationale, et puis aussi le dossier laïque. Et de ce point de vue-là, nous avons réaffirmé au Premier ministre que la FEN n'abandonnait aucun de ses mandats, qu'elle était pour le grand service public laïque unifié d'éducation un jour en France, et qu'elle s'opposerait donc de toutes ses forces à tout projet de loi qui consacrerait définitivement le dualisme scolaire en France et qui ne laisserait pas ouvertes des perspectives de grands services publics laïques unifiés de l'éducation. La querelle de l'école est passée en arrière-plan de l'actualité politique dominée depuis plusieurs semaines par la question du référendum que propose le président de la République. Ce projet de référendum, on le sait, vise à modifier la Constitution pour élargir le champ de la procédure référendaire. Le projet est bloqué par le Sénat qui doit néanmoins l'examiner la semaine prochaine. En direct du studio de FR3 à Tours, monsieur Michel Debré, qui a porté sur les fonds baptismaux
la Constitution de la Ve République. Monsieur Debré, bonsoir. Le garde des Sceaux affirmait ici même dans ce journal que tous les experts en droit constitutionnel jugent impossible un référendum sur l'école, comme le souhaitait le Sénat. Vous affirmez que plutôt que de proposer un référendum sur la procédure référendaire, le chef de l'État peut, selon la Constitution, proposer directement un référendum sur l'école? Certainement. Je suis frappé de la question qui a été posée aux juristes. On leur a demandé s'ils estimaient qu'en vertu de l'article 11, il était possible de soumettre au référendum le texte de loi réglant les rapports entre l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements privés d'enseignement. Ce n'est pas ainsi qu'un exécutif, qu'un gouvernement, soucieux d'agir et soucieux d'obtenir un résultat, aurait dû poser la question. Il aurait dû poser la question: à quelles conditions puis-je poser le texte devant le peuple? Et à ce moment-là, il est très probable que la réponse eût été différente. En effet, l'article 11 prévoit que le peuple peut être consulté sur l'organisation des pouvoirs publics. Et il est clair qu'une répartition de compétences entre l'État, les régions, les départements et les communes fait partie de l'organisation des pouvoirs publics. Je l'ai défendu. Le texte pouvait être tel qu'il est, considéré comme touchant l'organisation des pouvoirs publics, et surtout, les juristes auraient pu dire: modifiez-le de telle ou telle façon, présentez-le de telle ou telle façon, et à coup sûr, il aurait pu être cette fois-ci tombé sous le coup, au bénéfice de l'article 11. Monsieur Debré, quand on voit la question qui a été posée, on se rend compte qu'en réalité, on ne voulait pas de ce référendum. Et d'ailleurs, la preuve en est que lorsque le président de la République a annoncé qu'il demandait la révision de l'article 11, il n'a pas du tout dit qu'après cette révision, il poserait la question à l'opinion populaire. Monsieur Debré, il s'agit là d'une manœuvre à la fois visible par le refus de poser la question comme il le fallait à des juristes, et ensuite manœuvre, puisque en réalité, après avoir fait trancher par le peuple une question de principe, on se gardait bien de lui demander son avis sur l'application. Monsieur Debré, en tout état de cause, maintenant, la situation est bloquée par le Sénat. Alors, selon vous, est-ce que le chef de l'État peut passer par-dessus le Sénat et procéder à ce référendum? À votre question, la réponse est facile. S'il se maintient dans les termes de ce qu'il a dit, il ne peut pas. L'article 89 de la Constitution est formel. On ne peut modifier la Constitution selon sa procédure que après l'avis conforme des deux assemblées. Mais la Constitution, si le président de la République avait voulu, ou si demain il voulait consulter le peuple, non pas après une réforme de la Constitution, mais sans réforme de la Constitution, je maintiens qu'il le pouvait. Le Sénat, sur ce point, a pris position. Moi-même, j'ai pris position devant l'Assemblée, soit avec un texte tel qu'il est, soit, pour éviter toute difficulté, avec un texte légèrement modifié. La répartition des compétences en matière d'enseignement entre l'État et les différentes collectivités locales fait partie de l'organisation des pouvoirs publics, et par conséquent, demain, on peut décider de soumettre cette grave question au référendum populaire sans chercher à modifier la Constitution. Donc sur le fond, Monsieur Debré, vous êtes favorable à une extension du champ référendaire? Oui, mais le problème n'est pas là, le problème est la manœuvre devant laquelle nous nous trouvons. Le problème est clair, un grand problème divise la nation. Ce problème, le président de la République a estimé, dit-il, qu'il fallait le soumettre au peuple. Très bien, qu'il le soumette, rien n'empêche. Et il est bien entendu, si l'on veut que le peuple s'y intéresse, il est clair qu'il faut prendre la même attitude que celle du général de Gaulle et qui est conforme à l'esprit de la Constitution. Le général de Gaulle était cependant passé par-dessus les deux assemblées pour imposer son référendum en 62. Votre parallèle est tout à fait exact. S'il avait consulté des juristes, je suis bien certain qu'on lui aurait dit: vous voulez faire élire le président de la République au suffrage universel, faites d'abord modifier la Constitution. Il a dit: l'article 11 me permet de saisir le peuple directement d'une grave question, l'élection du président de la République au suffrage universel, et le peuple a répondu. En d'autres termes, l'article 11 ouvre au président de la République de très larges possibilités. Il est clair, évidemment, que le président de la République met en jeu sa fonction, et c'est là l'autre aspect de la manœuvre. Il n'a pas du tout été dit par le président de la République
que s'il n'avait pas la confiance populaire, il s'en irait. Or, c'est là. L'esprit de la Constitution est très clair. Le président de la République a la possibilité, en vertu de l'article 11, dont le sens et le contenu sont beaucoup plus larges qu'on ne pense, de saisir le peuple au lieu du Parlement d'une très grave question. S'il reçoit l'accord, son autorité en est renforcée, raffermie. Mais s'il ne reçoit pas l'accord, il est désavoué et il doit s'en aller, ce qu'a fait le général de Gaulle en 1969. Monsieur Dans ces conditions, je suis tout à fait opposé à la doctrine telle que le gouvernement l'affirme. Primo, l'article 11 ouvrait une possibilité, et encore une fois, des juristes auraient pu mettre au point un texte permettant parfaitement de saisir le peuple. Et par ailleurs, la manœuvre est claire, puisque l'on dit on va modifier la Constitution, mais qu'on ne dit pas. Après la modification de la Constitution, nous vous consulterons. Monsieur et Debré... enfin, on ne dit pas, et le président de la République ne dit pas, si je suis désavoué, je m'en vais. Dès lors, l'esprit de la Constitution n'est en aucune façon et en aucun point respecté. Monsieur Debré, je vous remercie. Un sondage qui éclaire en tout cas l'attitude des Français sur ce projet de référendum, un sondage que publiera demain le journal Le Matin. 70% des personnes interrogées sont pour être consultées par référendum sur les garanties fondamentales, sur les libertés publiques. 17% sont contre. 58% sont pour l'initiative du chef de l'État, 24% contre. Le patronat souhaite que la France retrouve la croissance et que l'économie dispose de plus d'oxygène. Tel est le langage tenu tout à l'heure par le président du CNPF, Yvan Gattaz, qui a été reçu par le Premier ministre cet après-midi. Écoutons M. Gattaz. Nous avons beaucoup parlé de l'investissement. L'investissement est indispensable à la croissance d'aujourd'hui et à la croissance de demain surtout. Et nous prenons du retard sur les autres pays étrangers. Il faut une incitation fiscale à l'investissement, pas n'importe quel investissement, l'investissement productif et rentable. Et vous savez que cette incitation fiscale existe déjà dans la plupart des pays modernes. Je pense que le nouveau Premier ministre l'a bien compris et nous lui rappellerons au cas où il l'oublierait. Je crois que c'est indispensable si on veut retrouver une croissance honnête et si on veut le renouveau économique de notre pays. Léger repli du dollar aujourd'hui à Paris, la devise américaine à côté 8 francs 92, le Deutsche Mark s'est lui aussi raffermi vis-à-vis du billet vert. Drame de la mer et des vacances cet après-midi aux Granges, en Vendée, entre Olonne et les Sables. Une lame de fond a déferlé sur la plage, emportant une quinzaine de nageurs. Une personne est morte noyée et la panique a été grande. Le témoignage du sous-préfet qui a dirigé les opérations de secours, témoignage recueilli par François Cornet. J'étais sur les lieux il y a un quart d'heure. Alors j'ai l'impression effectivement il y a eu beaucoup d'affolement, beaucoup de panique, non seulement sur la plage mais dans les nouvelles ensuite. Aux dernières nouvelles, il y aurait un disparu, enfin un mort. Il y a eu une lame de fond qui a mis beaucoup de baigneurs en difficulté et qui a donné beaucoup de travail aux maîtres nageurs. Alors ils ont eu beaucoup à faire et on a craint un moment dans la panique qu'il y ait pas mal de disparus. Il y a eu des moyens assez importants. Il y a eu l'hélicoptère de la protection civile, l'hélicoptère de la gendarmerie, des moyens maritimes de la Société nationale de secours en mer, les Zodiacs. Il y a peut-être eu quelques personnes hospitalisées, parce qu'il y a eu des ambulances, ça c'est possible. Mais si vous voulez, moi je suis arrivé, bon, on a fait le bilan, on a donc trouvé finalement une mort certaine. Un mort donc et beaucoup de peur. À Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise, un collège d'enseignement secondaire a été entièrement détruit la nuit dernière par un incendie, vraisemblablement d'origine criminelle. Il s'agit encore une fois d'un CES du modèle Pailleron de sinistre mémoire, mais cette fois, l'établissement était vide. 3 voitures françaises incendiées la nuit dernière au Pays Basque espagnol, à San-Sébastien. Ce nouvel attentat anti-français n'a pas été revendiqué. Redoubler de précautions sur les routes en cette période de vacances et de transhumance. Le ministère de la Justice a en effet demandé au procureur de faire preuve de fermeté vis-à-vis des automobilistes en infraction et de ne pas hésiter notamment à confisquer les véhicules ou à suspendre pour longtemps les permis de conduire en cas d'infraction grave. De son côté, le ministre des Transports, Paul Quilès, veut réformer le permis de conduire, améliorer la prévention routière. Il songe aussi à imposer sur les autoroutes, comme aux États-Unis, une vitesse minimale et pas seulement maximale. Thierry Calmette. Rouler trop vite, c'est dangereux. En France, la vitesse est limitée à 130 km/h sur autoroute depuis longtemps. Mais rouler trop lentement est aussi risqué. Les conducteurs escargots font partie des chauffards. Regardez. Derrière, les autres conducteurs essaient de dépasser, prennent des risques.
un bouchon en accordéon va se former sur l'autoroute. Le respect d'une vitesse minimum imposée empêcherait ce type de risque. Ça marche déjà à l'étranger, 70 km/h minimum aux États-Unis par exemple. Les voitures françaises étant aujourd'hui d'une cylindrée moyenne, 7 ou 8 chevaux, il ne resterait plus qu'à trouver la bonne vitesse. Non. Bien sûr, il ne faut pas la mettre à 80, ça c'est vraiment trop élevé. Mais à 50, par exemple, c'est vraiment un bon minimum, si on peut dire. Bon, 70, 80, c'est bon. Il faut que les gens ils se déplacent aussi. Vitesse minimum, oui, mais tous les cas particuliers doivent être envisagés. Caravane, remorque, pannes éventuelles. Nous n'envisagerions certainement pas de fixer une règle qui puisse contrarier un certain nombre de personnes. Mais à l'opposé, il ne faut pas que les intérêts particuliers de tel ou tel viennent à l'encontre de l'intérêt général. Tous les conducteurs qui pratiquent les autoroutes savent le risque qu'il y a bien souvent à rencontrer sur son chemin ces voitures qui se traînent comme des escargots. Pour l'instant, il s'agit d'une étude, mais peut-être verra-t-on bientôt des radars de police sanctionnant les conducteurs trop lents. Les Jeux Olympiques de Los Angeles, la 5e journée des épreuves vient de commencer. Il est 11h25 du matin là-bas. En ce moment même, comme vous le voyez, se déroulent les séries de natation, les séries éliminatoires pour 3 épreuves messieurs et 3 épreuves dames. Épreuves que vous pourrez suivre tout à l'heure en direct sur Antenne 2. Au cours de ces épreuves, Catherine Poirot a battu un record de France, le record de France du 100 mètres brasse drame, avec 2 minutes 10 secondes 69 centièmes, un record de France donc battu au cours de ces séries éliminatoires. Préparez-vous à vivre une très longue nuit sur Antenne 2, puisqu'à partir de minuit jusqu'à 5h30 du matin, vous aurez droit en direct aux principales épreuves qui se dérouleront à Los Angeles. Patrick Neuf nous annonce le programme. L'image de ces Jeux pour l'instant, le podium. Oui, je crois que il y a eu une petite erreur dans le sujet que nous venons de vous montrer. Le programme donc de la journée à Los Angeles, où je vous le répète, il est 11h26 du matin, 20h26 heure française. Le programme que vous pourrez suivre sur Antenne 2 et que vous décrit Patrick Neuf. Le programme de la nuit, il arrive. Grande première en Avignon, les tutus chez les papes. 60 danseuses de l'opéra et une palette de leur talent, depuis les flonflons au XIXe siècle jusqu'au ballet contemporain sur fond de bruit de gouttes d'eau, en passant par des formules moyennes, comme ce No Man's Land. Vous l'aviez deviné, il ne s'agit pas du programme des Jeux Olympiques à Los Angeles, il s'agit d'une première au Festival d'Avignon. En effet, pour la première fois dans son histoire, pour la première fois dans l'histoire du festival, l'Opéra de Paris descend en Avignon et se produit ce soir dans la cour du Palais des Papes. Au programme 7 danseurs étoiles, à commencer par Patrick Dupont, et du tutu au maillot, un aperçu du répertoire très varié de l'Opéra de Paris. France Roche, vous l'avez constaté sur place. En Avignon, les tutus chez les papes. 60 danseuses de l'opéra et une palette de leur talent, depuis les flonflons au XIXe siècle jusqu'au ballet contemporain sur fond de bruit de gouttes d'eau, en passant par des formules moyennes, comme ce No Man's Land où Patrick Dupont danse les voyous en maillot déchiré. Mais la rencontre historique, c'est celle des membres du ballet classique et ceux du groupe de recherche chorégraphique de l'opéra, mêlés pour la première fois sur une conception de Carol Armitage, danseuse américaine un peu punk. Les danseurs de la comédie classique étaient très excités de travailler avec Carole. Et puis il y a eu le moment où on se regarde, où on se dit tiens qu'est-ce qu'elle nous fait faire. Et puis bon, il y a ceux qui rentrent tout de suite dans le jeu, il y a ceux qui sont plus distants. Et puis après, une fois que le travail est vraiment amorcé, les gens ils vont à fond. Bon, il y en a qui sont plus motivés, il y en a qui sont plus critiques. Bon, on entend quelquefois des réflexions qui peuvent paraître dures, mais après tout, c'est la vie, ça. Disons que c'est peut-être pas exactement la même façon de travailler, mais
en fin de compte, bon, les gens quand ils transpirent, quand on transpire ensemble, on se retrouve. Hein. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Hein. GV10, baptisé du nom d'élément propulseur en aéronautique, a donc mêlé chignon et nuque rasée, chaussons de satin et cuir style Superman. On n'a pas du tout répété avec la musique. On a mis les rythmes dans le corps, ancrés dans le corps, qui sont très viscérales. Et c'est sûr que ce n'est pas une musique qui aide à danser. Il y a une vitesse, intensité, des mouvements très tranchants sur des rythmes rock qui viennent dans les codes classiques. C'est-à-dire c'est une sorte de panorama de la vie actuelle. Vous n'ont pas regardé un peu avec méfiance parce que votre coiffure, c'est pas tout à fait le chignon classique. Oh ben c'est un dialogue. Dans lequel il débuta à 20 ans, Raymonda, qui l'a amené dans la cour des papes. Fringe works like with Karl Armitage, with Paul Taylor, many other experimental things and different way of moving. Yes, they should try everything. They should know different way of moving. But main thing is the classical repertoire. Un très gros quartet aujourd'hui à Deauville, si vous avez joué le 2, le 17, le 18 et le 15. Je répète, le 2, le 17, le 18 et le 15. 5 francs placés dans l'ordre rapportent 405 372 francs, dans un ordre différent, 33 781 francs. Et maintenant, rapidement, un mot du temps de demain, Brigitte Simonetta. Oui, la France sera coupée en deux demain, donc à vendredi morose sur la moitié ouest, avec un temps nuageux, pluvieux, orageux, de toutes petites éclaircies. Persistance du beau temps sur la moitié est, malgré quelques passages nuageux. Les températures seront en hausse de 20 à 28 degrés sur la moitié nord et de 25 à 30 degrés sur la moitié sud. Et demain, nous serons le vendredi 3 août. Le soleil se lèvera à 6h26, se couchera 21h26. Ce sera la Sainte-Lydie. À 23h15, c'est Roger Isabelle qui vous présentera notre dernière édition à partir de minuit jusqu'à 5h30 du matin, Jeux Olympiques à Los Angeles, avec de la natation, de l'escrime, du cyclisme et de la gymnastique. De 8h à 9h demain matin, Jeux Olympiques et premières informations de la matinée, 12h45 antenne de midi, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.